Le 12 mars 2023, il y aura des élections sénatoriales au Cameroun. Tu me dis ça pourquoi? Tu es journaliste? Ne me parle plus jamais de ça. Plus jamais. Tu regardes le deuxième des 10 épisodes de la série 2023 l'Afrique aux urnes. Dans cette vidéo, je t'explique pourquoi tu dois absolument t'intéresser aux élections sénatoriales du Cameroun. Bienvenue sur le projet Bicalique, l'espace d'expression et de promotion de l'actualité africaine. L'objectif de cette chaîne est de te pousser à t'intéresser à l'actualité africaine et si possible t'encourager à être un acteur de la vie socio-politique et culturelle du continent. Clique sur j'aime, partage, abonne-toi, clique sur la cloche de notification pour ne rien rater. Toutes les sources et les références sont en description. Bon visionnage. Voici l'histoire du Cameroun en accéléré. Le territoire de l'actuel Cameroun est habité depuis plus de 130 000 ans. Les Pygmées sont l'une des plus anciennes civilisations. Leurs traces remontent à 30 000 ans. Ils sont actuellement localisés dans les forêts du sud et de l'est du pays. 1000 ans avant notre ère, l'actuelle ville de Babenda fut le berceau de la civilisation bantoue. La langue et la culture de ce peuple dominent encore la moitié sud du continent africain. Le nord voit la naissance de la civilisation des Sao le long du fleuve Chari. Au 8e siècle, au nord du pays, les Sao sont conquis par l'empire Kanem-Borno. En 1808, l'empire de Sokoto prend à son tour le contrôle de la région. Dans le reste du pays, il y a un grand nombre de territoires dirigés par des chefs traditionnels et des rois. Chez les peuples de la forêt et ceux de la côte, on peut citer les Beti, les Bassa, les Douala et bien d'autres, mais aussi chez les peuples de l'Ouest, à savoir les Bamileke, les Bamoun, les Tikar, pour ne citer que ceux-ci. En 1472, les Portugais remontent l'estuaire du fleuve Vouri. Émerveillés par l'abondance de crevettes, ils vont le nommer Rio des Camaroes, en français, la rivière de crevettes. C'est ce qui, par déformation, va donner le nom Cameroun. Au XVIIe siècle, les Portugais et les Néerlandais y font un centre important pour l'expédition des esclaves vers le Brésil, les États-Unis et les Caraïbes. En 1807, la Grande-Bretagne abolit l'esclavage. Elle envoie sa flotte dans la région et profite au passage pour étendre son empire. À ce moment, le Cameroun intéresse à la fois les Allemands et les Britanniques. Les Allemands devancent les Britanniques et s'octroient le droit de mettre le Cameroun sous leur protectorat. En 1883, le Cameroun, avec un K, devient une partie de l'Empire germanique. Les Allemands s'accaparent toutes les terres fertiles. Ils font la guerre aux populations locales et les soumettent aux travaux forcés. Ils expulsent les Douala de leur zone d'habitation ancestrale. Ils mettent le feu à leurs maisons et pratiquent une ségrégation raciale en séparant les zones résidentielles des Noirs et des Blancs. Le 8 août 1914, les Allemands exécutent le roi Rudolf Douala Mangabel qui refuse la corruption et l'expropriation de son peuple. L'inclusion du Cameroun dans l'Empire germanique prend fin en même temps que la Première Guerre mondiale. Le 28 juin 1919, le pays est officiellement divisé en deux. L'Angleterre prend la partie nord-ouest frontalière avec le Nigeria. La France prend le reste du pays et la plus grande partie. Soulevée depuis la période d'entre les deux guerres, la question de l'indépendance est à nouveau posée à la fin de la Seconde Guerre mondiale. La majorité des Camerounais réclament l'indépendance et la réunification des deux Camerouns. En 1952, Ruben Oumniobé s'exprime en leur nom à l'Assemblée générale de l'ONU. L'IPC a demandé à intervenir sur 3 questions. La réunification immédiate du Cameroun, la constitution d'un conseil de gouvernement et d'une assemblée avec des pouvoirs législatifs. Et enfin, la fixation d'un délai pour l'octroi de l'indépendance au peuple camerounais. Telles sont, Monsieur le Président, les questions sur lesquelles le peuple de mon pays m'a mandaté pour venir ici. Je vous remercie, Monsieur le Président. Suite à cela, la France interdit l'union des peuples camerounais en mai 1955. Oumniobé faisait régner la terreur. Et à partir de ce moment-là, j'ai décidé de lui faire la guerre et de l'éliminer. Le 13 septembre 1958, la France fait assassiner Ruben Oumniobé. Ces assassinats et bien d'autres font dégénérer la situation en un conflit armé de 1958 à 1971. Le 1er janvier 1960, le Cameroun français obtient son indépendance. Amadou Ahidjo devient le premier président de la République du Cameroun. Pendant ce temps, l'autre partie du Cameroun est toujours sous la tutelle des Britanniques. Le 11 février 1961, le nord du Cameroun anglais décide de rejoindre le Nigeria, tandis que la partie sud rejoint la République du Cameroun. C'est le fédéralisme. Le 20 mai 1972, les Camerounais votent pour un État unitaire par opposition à l'État fédéral. C'est la réunification.
Amadou Ahidjo sera le président de la République du Cameroun durant 5 mandats successifs. En 1982, il démissionne pour des raisons de santé. C'est son premier ministre, Paul Biya, qui le remplace. L'année suivante, il échappe à un coup d'État. Depuis, Paul Biya est à son 7e mandat successif en tant que président de la République du Cameroun. Ça fait beaucoup là, non? C'est sous son autorité que la démocratie voit le jour en 1991. Il crée le Sénat en 1996. Le 12 mars 2023, le Cameroun fera la 3e élection sénatoriale de son histoire après celle de 2013 et de 2018. Depuis leur indépendance, les Camerounais sont devenus des leaders dans les domaines dans lesquels on ne les attendait pas forcément. Depuis des dizaines d'années, c'est la véritable locomotive économique de l'Afrique centrale. Véritable moteur, c'est le pays le plus attrayant de la sous-région. Les Camerounais ont su préserver leur diversité ethnique et culturelle. Les institutions traditionnelles jouent un rôle important dans la société. Elles sont associées au développement du pays et au maintien de la cohésion sociale. Le Cameroun a aussi réussi à produire un grand nombre de champions. Mais ne comptez pas sur moi pour évoquer le palmarès titanesque du Cameroun dans le domaine du sport. Mais qui sont les sénateurs? Pourquoi sont-ils importants et comment sont-ils élus? Au Cameroun, la démocratie est divisée en 3 pouvoirs. Celui qui s'occupe de voter les lois, c'est le pouvoir législatif, donc le Parlement. Le Sénat, c'est la chambre haute du Parlement. Un sénateur, c'est donc un élu qui siège au Sénat. Chacune des 10 régions du pays est représentée par 10 sénateurs. 7 sont élus par un suffrage universel indirect. Les 3 autres sénateurs sont nommés directement par le président de la République, ce qui fait un total de 100 sénateurs renouvelés intégralement tous les 5 ans. Il n'y a que les Camerounais d'origine qui peuvent être candidats à une élection sénatoriale. Contrairement aux députés, un Camerounais naturalisé ne peut pas occuper un siège de sénateur. De plus, pour être sénateur, il faut avoir plus de 40 ans et être inscrit sur une liste électorale. Dans la loi camerounaise, il y a un bloc de fonctions qui sont incompatibles avec celles des sénateurs. Par exemple, on ne peut pas être à la fois maire et sénateur, député et sénateur, préfet et sénateur, gouverneur et sénateur. Mais ces incompatibilités n'empêchent pas de faire acte de candidature. Ce qui veut dire qu'au bout du scrutin, si tu es élu, il faudra faire un choix. Soit tu deviens sénateur et tu démissionnes de ta fonction, soit tu gardes ta fonction et dans ce cas, ton suppléant devient sénateur. Le Sénat représente les communes et les régions. Il vote les lois, contrôle l'action du gouvernement. En cas de vacances du président de la République, c'est-à-dire décès ou démission, c'est le président du Sénat qui assume l'intérim à la tête du pays. Malheureusement, l'enjeu principal de cette élection, c'est la sécurité. Certaines tensions nées bien avant l'indépendance n'ont pas totalement été maîtrisées. Depuis plus de 10 ans, la menace terroriste a ressurgi dans la région de l'extrême nord du pays. Les djihadistes du groupe Boko Haram ont été affaiblis, mais ils ne seront pas défaits. Le pays fait aussi face à une crise dite anglophone dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, 2 des anciennes provinces de l'ancien Cameroun britannique. Aussi appelé la guerre d'Ambazonie, le conflit oppose le gouvernement camerounais à des groupes armés séparatistes. Depuis 2014, ces 2 conflits ont fait un lourd et triste bilan. Les sénateurs font donc partie de la solution, dans le sens où ils viendront consolider le processus de décentralisation. L'idée ici est de donner à chaque région les moyens et le pouvoir pour lutter contre les problèmes qui favorisent la prolifération des conflits. Après que le Conseil constitutionnel ait rejeté tous les recours liés au contentieux préélectoral, le nombre de partis politiques en compétition passe donc de 13 à 10. Le Rassemblement démocratique pour le peuple camerounais est clairement le grand favori. C'est la seule formation politique qui va présenter des candidats dans toutes les régions du pays. À tel point que ces candidats seront sans concurrent dans les régions du sud et du sud-ouest. Une situation qui garantit au parti au pouvoir 14 sénateurs avant même que la compétition n'ait commencé. Il faut savoir que lors de la précédente élection sénatoriale, le RDPC avait remporté 63 des 70 sièges. Les 7 restants sont revenus au Front social-démocrate, le principal parti d'opposition. Cette année, le SDF ne se présente que dans la région du nord-ouest. Sachant que la crise anglophone lui a fait perdre tous ses maires, le parti va donc avec un réel handicap. L'Union nationale pour la démocratie et le progrès est classée 2e en termes de nombre de candidats dans la compétition. C'est le seul parti qui s'oppose au RDPC dans 4 régions, à savoir l'Adamawa, l'Est, le Nord et l'extrême Nord. Les autres partis ont présenté des candidats dans les régions dans lesquelles ils ont des chances de remporter des sièges. Je note tout de même l'absence des grands partis comme le MRC, parti politique de Maurice Kamto, arrivé 2e à la précédente élection présidentielle, mais aussi l'UPC, le parti de l'héros national Ruben Umniobe. J'espère que cette vidéo t'a plu. Maintenant que grâce à moi, tu sais que cette élection sénatoriale au Cameroun est un véritable enjeu pour la consolidation du processus de décentralisation du pays. Mais ce n'est pas fini. Prends ton agenda, ouvre ton agenda, va au 3 avril 2023 et marque ceci. Nouvelle vidéo du projet Bikalik, épisode 3 de la série 2023 l'Afrique aux urnes. Le référendum au Mali. Dans le premier épisode, je te parlais de l'élection présidentielle au Nigeria. Le vainqueur, c'est... The emperor, the conqueror, the champion, the lion is here. Zobu, zobu,
Contrôle surprise, je te défie d'identifier le Nigeria parmi les pays en option dans la carte qui s'affiche. Donne ta réponse en commentaire, toutes les bonnes réponses seront récompensées. Maintenant tu connais la chanson, clique sur j'aime, partage, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rien rater. Si c'est la première fois que tu regardes l'une de mes vidéos, je te propose de regarder la vidéo de présentation de la chaîne. Merci, ciao ciao.